Aujourd'hui, quand les enfants ils rentrent à l'école, on part d'un présupposé que leur corps il est prêt pour apprendre, très plus calme, ce que rêvent tous les enseignants et tous les parents a priori. On pense que c'est pas forcément avec le sport que ça va venir, mais on a vraiment aujourd'hui des études qui nous montrent ça. Bonjour Capucine, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne de Cap Réussir. On s'est rencontrés, j'ai fait ta connaissance à un congrès sur l'éducation où tu étais là pour nous parler de bouger pour apprendre. Et je me suis dit, bon, elle va expliquer ce que j'expliquais un petit peu, qu'on peut se mettre sur un trampoline pour apprendre une poésie, faire des passes pour apprendre les tables de multiplication. Et en fait, pas du tout. Tu n'étais pas du tout venue nous parler de ça. Non, Donc, merci déjà. voilà. Donc, si tu peux nous dire en 2 mots de quoi tu viens nous parler aujourd'hui, et puis après, je te laisserai te présenter plus longuement. Aujourd'hui, quand les enfants ils rentrent à l'école, on part d'un présupposé que leur corps il est prêt pour apprendre. Et du coup, c'est un peu biaisé. Et donc, on va voir aujourd'hui, c'est justement comment l'endurance et le sport, ça va impacter la création de nouveaux neurones, comment on va pouvoir avoir des enfants plus concentrés, plus calmes, ce que rêvent tous les enseignants et tous les parents a priori. Et on pense que c'est pas forcément avec le sport que ça va venir, mais on a vraiment aujourd'hui des études qui nous montrent ça. Et puis dans la deuxième vidéo, on parlera des réflexes archaïques, qui est une autre partie qui est importante pour moi, c'est qu'est-ce qui va perturber des fois, pourquoi les enfants ils tiennent pas en place sur leur chaise, pourquoi ils mettent 2 heures à s'installer, pourquoi la tête elle tombe quand ils essaient d'apprendre. On va voir qu'il y a des comportements qui sont faciles à repérer et qui sont vraiment caractéristiques d'un problème de réflexe non intégré. Ok, super, super programme en perspective. Donc, tu nous dis le sport pour mieux se concentrer, vraiment? Parce que la concentration, c'est vraiment quelque chose qui intéresse vraiment ma communauté. Enfin, les parents se questionnent beaucoup sur la concentration. Alors, je te taquine en disant le sport, vraiment, j'en suis convaincue. C'est pour ça que je t'ai invitée, mais je te laisse déjà peut-être nous expliquer qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Oui, alors je suis Capucine Verselotti, je suis ostéopathe et j'ai aussi un parcours de sportif de haut niveau. Et pour rassurer les parents, j'ai aussi un parcours de difficultés scolaires qui m'accompagne. Et donc moi, je suis dyslexique et puis j'ai redoublé 3 fois dans ma scolarité, quoi. Ça a été vraiment un parcours scolaire compliqué. Et justement, moi-même, je suis passée par là où j'ai fait des rééducations de mes yeux. Et dans mon parcours, je suis arrivée à du sport intensif. Alors sur le moment, j'avais pas ces études puisqu'elles sont sorties après, mais finalement, quand on regarde mon parcours, le fait d'avoir fait du sport intensif rapidement, je pense que ça m'a quand même aidé à pouvoir avoir eu mon bac, avoir eu mon diplôme d'ostéopathie, et ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a aussi des études qui vraiment montrent que le sport a un impact à différents niveaux. Donc on a déjà, dès qu'on fait du sport, on va produire de la dopamine. Alors, on va déjà reprendre pour dire, du coup, donc dyslexique, tu as redoublé 3 fois et finalement tu es ostéopathe. Donc, oui. Comme quoi, c'est déjà quelque chose qu'on peut dire à tous les parents qui s'inquiètent. Faut y aller, faut travailler plus, C'est peut-être pas forcément toujours ça. La solution, ça passe, faut travailler, on va pas se le cacher, mais ça passe surtout aussi par des moyens détournés, dont le sport. C'est ça que tu t'es rendu compte. Disons que le sport m'a aidé dans cette capacité finalement à apprendre. Effectivement, je pense qu'en tant que dyslexique, on n'est pas très adapté au système scolaire aujourd'hui, mais on est adapté au monde du travail. Donc ça, je pense que c'est déjà la première chose. Il faut rassurer effectivement les parents et les enfants que c'est pas parce qu'on a une dyslexie ou une difficulté dans l'apprentissage qu'on est bête. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est 2 choses complètement différentes. Ça, c'est sûr. Et sauf qu'aujourd'hui, quand on mesure à l'école avec des notes, quand on a une difficulté sur ça, on est un petit peu embêté parce qu'on pense qu'on est mauvais ou qu'on n'est pas doué ou je sais pas quoi, alors que en fait la vie ne se résume pas à des notes à l'école et qu'on a plein de gens qui sont très performants dans leur vie professionnelle. C'est important de le rappeler. C'est pas adapté à la vie scolaire, mais adapté à la vie professionnelle. Voilà, donc ça c'est sûr. A posteriori, je pense que j'aurais dû presque même rentrer dans le monde du travail plus vite, en fait. J'ai voulu faire des études longues, mais ça a été plus souffrance que peut-être que si j'avais été plus vite dans le monde du travail, je m'en serais sortie plus vite. Mais bon, après ça, c'est des parcours de vie. Voilà, ça t'a permis d'arriver là où tu es. C'est ça. De diffuser le message que tu diffuses aujourd'hui. Voilà, ouais.
Alors, ce message, quel est-il? Alors, comment on va faire pour avoir des enfants concentrés, qui apprennent facilement, Ouais. c'est ça? Donc voilà, on sait que quand on va faire du sport, courir, faire du vélo, quand on va, finalement, c'est quand on va faire monter son rythme cardiaque. Hein, c'est vraiment ça. Ça veut dire que si on fait du yoga, du pilates, ben, c'est pas suffisant. On veut vraiment un sport qui fait qu'on est quand même un petit peu essoufflé. Voilà. Voilà. Donc ils ont fait plusieurs études et donc ils ont fait une étude. Il y avait un groupe, il faisait 30 minutes de sport et l'autre groupe d'enfants faisait 30 minutes de dessin. Et donc ce qu'ils ont montré, c'est que on avait tout de suite des enfants plus concentrés, quoi. Le groupe sport était plus concentré, plus calme et avait moins de réactions explosives. Voilà. Donc on sait que c'est parce que ça va faire monter le taux de dopamine, que ça va améliorer cette capacité à se concentrer. On a une autre étude qui est intéressante, qui a été faite chez les souris. Et donc là, dans cette étude-là, chez les souris, on avait un groupe où c'était un environnement enrichi, donc des petits parcours, des petits jouets, différentes choses. Et puis dans l'autre groupe, on les mettait dans une cage et ils couraient. Juste ils couraient bêtement. Et ensuite, ils ont mesuré la neurogénèse, donc la production de nouveaux neurones. Et on s'est rendu compte que le groupe course avait une neurogénèse qui était 2 fois plus rapide que ceux qui étaient en environnement enrichi. Donc on ferait simplement courir nos enfants bêtement, je mets des guillemets, ça vaut tous les trucs créatifs qu'on aura envie de leur faire pour développer leur neurones. C'est ce que tu nous partages là, parce que moi ça m'amène plein de questions. Est-ce que, parce que tout de suite quand tu as parlé d'environnement riche, ça m'avait pensé à Montessori, quel est le lien par rapport à ça? Et puis, tu as parlé aussi de fabrication de neurones. Peut-être expliquer ça, hein, qu'on parle de neuroplasticité du cerveau, qu'on ne naît pas avec sa quantité de neurones et puis on est bête ou intelligent pour la vie, quoi. Hein, oui, pendant quelques temps, on a pensé qu'on ne produisait pas de nouveaux neurones, qu'on avait notre quota, on arrivait à l'âge adulte et puis ensuite on faisait juste en perdre. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'on produit des nouveaux neurones tout le temps, toute notre vie, et on sait qu'on va aussi avoir de la plasticité. Donc, c'est-à-dire qu'on va continuer d'apprendre à n'importe quel âge. Donc, effectivement, c'est pas parce que on est en échec cette année qu'on le sera 3 ans après. C'est rassurant. Voilà, donc on va produire plein de nouveaux neurones et ben, on a des facteurs qui vont faire qu'on en produit plus. Donc c'est vrai que c'est intéressant et ça veut pas dans dire la course. Voilà, dans la course. Mais ça veut pas dire que derrière il faudra pas un environnement enrichi. Mais ça veut dire que si on veut que l'environnement enrichi marche, peut-être qu'avant il faut ces nouveaux neurones en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est dans l'autre sens. Voilà, d'abord on fait du sport, d'abord on court, d'abord on fait quelque chose, et ensuite on peut venir mettre un apprentissage. Ça amène quelque chose d'intéressant que je mets souvent en avant, c'est que c'est pas l'environnement qui fait tout. C'est pas parce qu'on va amener les meilleurs jeux, les meilleurs jouets, le meilleur matériel, etc., qu'il va se passer des choses là-dedans. C'est aussi comment le corps, finalement, ce que tu nous dis même au niveau du cerveau, est prêt à recevoir tout ça. Qu'est-ce qui fait tout ça? Comment il s'en sert en fait? C'est ça. Exactement. Et puis ensuite, dans la suite de ça, pour pouvoir apprendre, donc si on arrive à faire produire ces nouveaux neurones, il y a plein de bébés neurones dans le cerveau, ils sont un peu tout foufou au début. Hein. Il y a une autre hormone qui est appelée le neurone nounou, et donc qui va organiser ce petit monde. Donc voilà, vous imaginez une nounou avec plein de petits bébés neurones, et donc ce neurone GABA, il va permettre la malléabilité et cette capacité à apprendre à nouveau des trucs. Donc, et ça, on sait que ces neurones nounous, ils sont produits aussi quand on fait du sport. Donc, on a à la fois ces nouveaux neurones qui naissent, et ensuite, on a aussi les nounous qui sont là et qui disent « Allez, on s'organise les petits !» J'adore l'image. Donc ça, c'est voilà, on comprend qu'il y a quelque chose de physiologique à faire. Et moi, je trouve ça, c'est hyper rassurant, en fait, parce qu'on a des moyens finalement simples. Et quand on regarde normalement des enfants, on ne devrait pas normalement avoir besoin de beaucoup forcer pour les faire courir. Devant c'est la question, ce que j'allais dire, mais quand on a des enfants qui n'ont pas envie de bouger, qui préfèrent rester à la maison, sur les écrans au hasard ou des choses comme ça, comment on peut faire? Alors c'est sûr que la tentation des écrans, voilà, c'est un grand débat. Il arrive que les enfants,
ils font beaucoup par mimétisme. Donc, il arrive un moment, c'est sûr que si nous, parents, on n'est pas sportifs et qu'on ne bouge pas, eh ben, on ne va pas aussi donner l'envie aux enfants de faire. Donc, voilà. Après, c'est sûr que des fois, il faut user de toute notre imagination et ruse pour enclencher cette sortie du salon pour aller à l'extérieur. Tu nous as dit, du coup, qu'il fallait, pour que ça fonctionne un peu, au niveau de ces neurones nounous, c'était que le rythme cardiaque s'accélère, donc c'est-à-dire ça se manifeste, on sent son cœur qui bat dans la poitrine, la respiration qui s'accélère. C'est l'indice qui permet de savoir si on a choisi la bonne activité. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être en faisant du vélo, en faisant de la course, en faisant... Enfin... Je sais pas, voilà, mais je pense aux enfants à partir de 6 ans, tu vois, ou 6 ans jusqu'à 15 ans, quoi. En tout cas, plus ils sont petits, plus un sport structuré, c'est compliqué. Parce qu'ils s'en fichent, en fait, soyons parfaitement honnêtes. Donc, en fait, juste jouer, ça suffit, en fait. C'est-à-dire qu'on peut aller dans la forêt, jouer avec des bâtons, on peut... il y a plein, voilà, aller dans un parc, aller quelque part qui soit... et spontanément, ils vont, quoi, en tout cas, je vois, moi, les enfants qu'on voit dehors, ils finissent par courir tout seuls. Hein. Les squares avec les cages à poules, tout voilà, ça. Là, tout, voilà, la forêt, n'importe quoi à l'extérieur. Ce qui est dur, ça va être de les sortir du salon jusqu'à l'extérieur. Mais en général, une fois qu'ils sont dehors, il y a quelque chose qui se met en place et ils vont explorer. Donc voilà, plus ils sont petits, moins je ferai un truc structuré. C'est vrai qu'en grandissant, ils aiment bien aussi quand même des fois des sports un peu différents. Mais... Oui, mais je pense par exemple aux matchs de foot ou des choses comme ça où il y a quand même une certaine endurance. Oui, voilà. Pas, je dis foot, hand. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a quand même une certaine endurance qui va se développer à ce moment-là. D'accord. Et du coup, le rythme, ce serait tous les jours, toutes les semaines? Qu'est-ce qui est préconisé? Alors, dans les études, c'est 2 à 3 fois par semaine à peu près ce qu'ils citent. Mais moi, j'aime bien quand même se souvenir que l'homme de Néandertal, il faisait entre 30 et 50 km par jour. Par jour, voilà. La génération de mon grand-père faisait 15 km par jour. Et aujourd'hui, nous, on est seulement à 300 mètres. Voilà. Et donc, parce que toute la société se sédentarise, nous aussi, on sédentarise aussi les enfants. En fait, hein. Comme ils suivent un peu, voilà, on a tendance à les emmener en voiture, à l'école. On a une sédentarisation de tout le monde. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion à avoir pour réinstaller du mouvement et du sport dans son quotidien, parce que c'est ça un peu le piège, c'est que la vie quotidienne fait que on manque d'espace presque pour avoir ces moments. Mais en vrai, tous les jours, c'est pas... Oui, c'est ça, il y a la quantité recommandée, et puis il y a aussi entretenir, enfin initier et entretenir cette nouvelle habitude qui serait de mettre plus de mouvement dans notre vie, tout simplement, avant de chercher à en mettre plus pour mieux apprendre. En tout cas, 2 à 3 fois par semaine, c'est sous-exploiter notre organisme, soyons clairs. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des capacités, on n'a pas tant changé génétiquement que ça. Donc voilà, 3 fois par semaine, on a encore un peu de marge. D'accord, super intéressant. Et du coup, tu parlais à partir de 6 ans, parce qu'avant 6 ans, c'est un peu différent. Bon, ça se fait plus naturellement, peut-être. C'est là où on a remarqué que oui, voilà, il y a comment ça. 6 ans, c'est l'entrée en CP. On commence à plus à être. Justement, on a tendance à structurer un peu plus, plus assis sur une chaise, plus. Il y a moins ce côté jeu spontané. Moi, un enfant. On a aussi. Tu demandais comment faire pour pas qu'il soit devant les écrans, mais je pense que nous aussi, on a une part de responsabilité en tant que parents et je veux pas culpabiliser, mais combien de fois on dit aux enfants, grimpe pas sur ça, cours pas. Voilà, donc on a aussi, moi je vois avec mes enfants, des fois je suis là, cours pas, non attends, bouge pas, je cours derrière toi. Voilà. En fait, on pourrait faire changer, en fait, c'est-à-dire que il y a quelque temps, on est allé au parc, là, mes nièces et tout ça. Ils se mettent à courir. Ben, j'ai le choix. Je fais quoi? Je leur dis arrête de courir, ou je peux me mettre à courir avec eux, en fait. C'est 2 choix. Ou grimpe pas. Ah, tu as besoin de grimper? Allons grimper dehors, ou grimpe sur ça parce que ça c'est sécuritaire. Toi, voilà, on peut, au lieu de dire. Et je pense que nous, on a une tendance à, voilà,
plus sympa d'avoir un enfant calme qui bouge pas. C'est ça, je me souviens à la conférence, c'est ce que tu avais dit, ça me revient, tu avais dit, au lieu de lui dire cours pas, c'est lui dire cours. Oui, voilà, cours. Après, voilà, moi qui ai sans doute loupé un peu cette étape et qui ai du mal à courir, etc., je me souviens avec mes enfants, c'était ok, tu cours, mais tu t'arrêtes là, tu m'attends là, voilà, parce que je n'étais pas capable de courir derrière eux. Voilà, ça peut être ça, c'est ce que tu dis, des endroits sécurisés aussi, parce que je pense que il y a ce côté sédentarisation de notre société, mais il y a aussi la peur. Dès que nos enfants sont en mouvement, j'ai l'impression que les parents, tout de suite, on a peur, quoi. Il va se passer quelque chose, il va tomber, il va se faire mal. Il grimpait, mais non, s'il tombe, qu'est-ce qui se passe? Tu as des conseils à nous partager par rapport à ça? Comment c'est très intéressant parce que il y a cette histoire de sécurité et puis c'est aussi derrière la confiance. Voilà. Quelle quantité de confiance on a dans les enfants et il y a une étude là qui est sortie sur la distance qu'on autorise un enfant de 11 ans à parcourir seul. Donc c'est pareil, génération de mon grand-père, c'est donc 15 km. Donc 15 km, hein, il a le temps d'en faire. Et aujourd'hui, on laisse un enfant faire 300 mètres en 11 ans. 300 mètres, donc c'est-à-dire il va chez le voisin, il revient, quoi, hein, c'est le bout du monde. Et ça, c'est nos peurs à nous d'adultes hein, qui font ça. Donc, moi, mes enfants, moi, je fais de la course d'orientation. J'en ai fait à haut niveau et donc on les a mis à faire de la course d'orientation. Donc, à partir de 6 ans, ils peuvent faire des parcours et à 9 ans, ils peuvent faire des parcours seuls. Donc, c'est-à-dire qu'à 9 ans, j'ai laissé mon fils faire 3 km dans une forêt qu'il ne connaissait pas avec une boussole. Tout ça, sans rien, pas de portable, rien. Tu te débrouilles. Donc voilà, mais je pense que c'est aujourd'hui, comme il y a beaucoup de peur, il faut vraiment faire des choix très conscients sur à quel point je laisse, est-ce que c'est ok, est-ce que je veux des enfants dépendants de moi ou est-ce que je veux des enfants indépendants, est-ce que je leur fais confiance, quoi. Il y a tout un... J'adore ce que tu dis, ça m'envoie vraiment ce que je partage aussi, parce que là on parle du sport, mais les apprentissages c'est exactement la même chose, arriver à lâcher quelque part, et leur faire confiance et puis se dire que si à un moment ça passe par une espèce de flou, voilà, des notes qui sont pas toujours au rendez-vous, on est la preuve vivante, l'avenir il peut être radieux quand même et voilà. Je pense qu'il y a autant à équiper son enfant, lui donner des outils, que ce soit l'aider à se remettre en mouvement, que de travailler sur soi parent et sa perception de la sécurité. Voilà, donc voilà, sur le côté distance, et donc là, mon fils qui a 11 ans, il fait 40 minutes de tram tout seul, une fois par semaine. Voilà, donc ça y est, voilà, on fait confiance. Et bien sûr, il y arrivera des choses, je veux dire, pour la petite anecdote, parce que c'est ça, en fait, on veut le 100% sécuritaire, et c'est pas possible. Pour la petite histoire, la deuxième fois, il prend le tram, il bip sa carte, et en fait, la carte, au bout de 2 ans, elle devient invalide, spontanément, même s'il y a encore du crédit. Donc, il bip, carte invalide. Pas de chance. Panique. Non, moi, c'était mon mari. Les portes se referment. Donc, mon fils est dans le tram, sans titre de transport valide. 2 arrêts plus loin, contrôleur. Il n'avait pas de carte d'identité, pas de portable. Nickel. Et le hasard, des fois, fait bien les choses. Il s'avère que le contrôleur est un de mes patients. Qui a demandé c'est qui ta maman, c'est qui ton papa, et puis bon voilà, donc il a trouvé qui c'était, il a appelé ma mère qui fait le même métier que moi. Votre petit-fils voyage en titre de transport, on le laisse finir, mais pour le retour il faudra. Donc ça s'est très bien fini. Mon fils n'a pas du tout eu peur, il a discuté avec le contrôleur et ça s'est très bien passé. Et ces choses-là arriveront. Voilà, c'est des petites histoires de la vie. Il y a pas. J'aime beaucoup ce que tu as dit. On a envie d'être 100% sécure, 100% dans le contrôle. Et en fait, je me rends compte que c'est ça souvent qui est un petit peu à l'origine du manque de confiance en soi des enfants, du fait que, notamment pour notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ils n'osent plus se mettre en mouvement, aller explorer. Tu parlais de course d'orientation, il y a tout cet aspect explorer en fait, que ce soit dans le sport ou n'importe quel apprentissage. Apprendre, c'est découvrir quelque chose de nouveau. C'est la première course d'orientation, non, peut-être pas la première, mais quelques temps après, il fait une course d'orientation et il se perd. Ce qui est à peu près logique quand on fait de la course d'orientation, on se perd souvent en fait. Donc, mais là, il y avait passé
1h30, quoi. Donc, voilà. Mais j'avais confiance qu'il saurait. Après, je l'avais regardé faire plusieurs fois, j'ai fait beaucoup avec lui. En fait, c'est ça aussi, c'est arriver à lâcher suffisamment progressivement pour que la compétence, elle s'acquiert. Et l'autre chose que tu as dit, que je trouvais très intéressante, tu sais, c'est quand les enfants grimpent et que nous, on a peur. Et ça, je pense que c'est aussi, tu vois, dans notre propre corps, qu'est-ce qui se passe. Et je me souviens avoir vécu ça il y a quelque temps. Mes enfants montent sur un toboggan, mais ils montent à l'extérieur du toboggan, c'était un tuyau là. Et puis sur le coup, je me suis dit, wow, c'est impressionnant, ça a l'air glissant. Et après, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est glissant en fait? Donc je dis, attendez, descendez, moi je monte en fait. Donc je monte sur le toboggan. Et en fait, je me rends compte qu'il est hyper stable. Les accroches en fait tiennent bien, et comme il est très large, bah, je m'assois dessus, puis effectivement, je suis bien sur ce toboggan. Et je pense que c'est nous-mêmes adultes, on a perdu cette capacité à grimper, à monter, à être confortable dans notre corps, et du coup, on n'arrive pas à imaginer que eux, nos enfants, eux, ils le sont en fait. Ils ont confiance que quand ils grimpent, ça tient. Voilà, donc je pense des fois c'est aussi à nous on peut aller retester. Ah oui, non, en fait, t'as raison. C'est solide ton truc. C'est ça. Et moi, je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit, c'est le côté progressif, quoi. C'est-à-dire qu'on accompagne, moi je le dis tout le temps, j'ai fait une petite vidéo courte là sur, je disais l'autonomie, c'est pas un bouton on-off, parce que c'est pas, je te montre, je fais tout à ta place et maintenant tu fais tout seul. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance, moi aussi, instinctivement, des fois à fonctionner comme ça. Et en fait, c'est d'arriver à trouver les étapes, les degrés, et voilà, bon bah là, tu peux y aller. Et parce qu'on se rassure mutuellement, en fait. On donne la possibilité à l'enfant d'y aller et d'apprendre à connaître ses limites aussi. Parce que j'imagine que, voilà, quand ils sont petits, ils connaissent pas forcément leurs limites, etc. Et nous, puis avoir des signes de la compétence qui arrive. Il y a quelque temps, mon petit, donc il avait 6 ans, décide de remonter du centre-ville jusqu'à là où on habite. A posteriori, il y avait 1,9 km. Voilà, donc 1,9 km en centre-ville. Et il me dit, j'ai compté, j'ai 4 passages piétons à traverser. Donc ça veut dire qu'il connaissait suffisamment bien le trajet, qu'il l'avait fait dans sa tête, qu'il avait compté tous les passages piétons. Donc pour moi, c'est des indicateurs qu'il connaît le trajet. Voilà, c'était comme, voilà, je me suis dit, ok, donc ça c'est maîtrisé, ça c'est quoi, voilà, je pense que c'est, dans ce côté lâché, c'est qu'aussi on voit des signes qu'il y a cette maturité qui est là, quoi. Ouais, et là, ça m'amène, du coup, on rebondit, c'est super, parce que sur le, Vas-y. Sur le côté, moi je dis toujours, pour tout nouvel apprentissage, même les grands en collège, quand j'avais des collégiens, on passait toujours par le corps d'abord, après du vécu, au perçu, au conçu, quoi. Et là, ce que tu dis sur ton fils qui s'est fait son trajet dans sa tête, etc., en dehors du côté vraiment physiologique, du mouvement qui va aider, qui va permettre de sécréter ces hormones et créer ces neurones dont tu nous as parlé, ça permet ça aussi de plus facilement se faire des souvenirs et d'ancrer ces apprentissages sur des choses vraiment vécues. Je trouve ça c'est important. C'est l'exemple avec les passages piétons qui revoient dans sa tête. Et, du coup, je pense qu'il n'a pas de problème de repérage dans l'espace. Non, lui, il a vraiment une sacrée capacité de tridimension. Et tu vois, dans les compétences non valorisées, à l'école, être capable de se repérer dans l'espace, c'est pas forcément quelque chose qui est évalué, par exemple. Qu'est-ce que tu penses, en parlant d'école, justement, de cette demi-heure de sport qui a été mise quotidiennement en école primaire? Je ne sais pas si tu as suivi. Si non, je n'ai pas suivi. Est-ce que c'est mis en... moi, c'est pareil, je suis plus en école primaire depuis que j'ai vu, donc j'ai l'impression qu'on est encore dans ce côté un peu injonctif, sans vraiment donner les moyens parce que le sport, ok, mais ce que j'entends, c'est vraiment une vraie activité, quoi. Le corps. En fait, c'est ça. Est-ce qu'on peut redéfinir le sport, peut-être? Alors, c'est intéressant comme question, parce que justement, alors on dit sport, mais moi j'aurais plutôt envie de dire mouvement, tu vois, parce qu'en fait, le sport, c'est codifié, d'accord. Donc, tu fais du foot, tu fais du tennis, et tu as des règles, et c'est cadré. Et finalement, moi, le mouvement, ça amène plus une dimension joyeuse, voilà, de découverte, tu testes des trucs, et pour les enfants,
tu fais du mouvement, ils sont contents en fait. Il y a un très bon livre qui s'appelle L'animal exubérant, et il compare beaucoup avec le chien. Et donc il dit le chien, quand il veut jouer, il joue; quand il veut faire un sprint, il fait un sprint; quand il veut se reposer, il se repose. En fait, c'est être à l'écoute de son corps et de ce qu'il a besoin. Et du coup, c'est vrai que quand tu codifies, ben voilà, après, je comprends que dans les écoles, tu es un peu obligé de mettre un cadre. Mais le mieux, c'est les laisser libres. Mais voilà, moi, je suis beaucoup allée en Scandinavie, en Suède, et donc j'ai vu beaucoup de cours d'école en Scandinavie. Donc déjà, c'est rarement bitumé, donc c'est souvent de l'herbe ou dans un bout de forêt. Et donc, oui, on voit qu'il c'est plus libre et moins codifié. Il y a vraiment ce jeu et là, l'enfant, il va faire du mouvement. Ouais. Tu lui dis pas qu'il fait sa demi-heure de sport. Il fait du toboggan, tu vois. Ouais. Attends, je te chronomètre. Voilà. Ça m'amène une autre question sur tout ce qui est activité extrascolaire, justement. C'est quelque chose que les parents me questionnent beaucoup. Tu nous dis que tes enfants en font, ils font de la course, donc tu vas pouvoir vous expliquer comment vous gérez en famille la part de mouvement libre et la part d'activité. Moi, j'aurais tendance à dire toujours quand même de ne pas surcharger au niveau des contraintes, au niveau des codes. Ça dépend un peu de ce que les enfants vivent à l'école aussi. Mais quel est ton point de vue là-dessus? Très intéressant comme question. C'est sûr que du mouvement, c'est mieux que pas de mouvement. Donc, si les enfants font du sport, bah, c'est mieux un sport codifié que c'est mieux 1 heure de foot qu'1 heure de télé. Voilà, il arrive un moment. Donc, et puis ensuite, il y a passé un âge, l'enfant, il est décisionnaire d'une partie de sa vie quand même. En fait, il décide aussi pour lui-même quelle est la charge qu'il veut d'activité. Mon grand, là, qui a 11 ans, qui va avoir 12 ans, a clairement choisi ses activités. Moi, j'ai pas eu... donc, effectivement, il fait option badminton, du cirque, mais il a aussi choisi des trucs artistiques, du théâtre d'impro. Voilà, il s'est chargé de plein de trucs. Donc voilà, après, c'est... Est-ce qu'à côté de ça, il lui reste du temps pour du mouvement libre? Et est-ce qu'il est dans cette dynamique-là? Ou du coup, maintenant, il est passé à autre chose? Alors là, c'est vrai que moi, le système français, c'est pas celui qui me convient le mieux. On a passé 1 année en Suède, où là, il finissait à 14h. Et ensuite, l'après-midi, on avait effectivement beaucoup de mouvements libres. On est beaucoup allé à la mer, dans les promener. Donc là, on avait vraiment du temps dans la forêt. Mais c'est vrai que l'emploi du temps français me contraint, les contraints me contraint. Et c'est vrai qu'en semaine, je vois pas comment l'ajouter en fait. Maintenant qu'en plus il a toutes ces activités, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de place. Alors on peut quand même créer du mouvement libre dans la maison. Ça c'est encore tout un autre sujet, mais voilà, on a une maison qui est faite où on peut bouger, on n'est pas toujours sur des chaises. Voilà, on a aménagé la maison pour que ça soit quelque chose en mouvement. Voilà, donc voilà. Puis après, on a les week-ends où là, effectivement, on peut faire plein de choses. Super, merci beaucoup. Pour recentrer, du coup, par rapport à la question de départ qui était les apprentissages, donc on sent, on est parti du fait que le mouvement, le sport, le bouger, on va dire ça comme ça sert à la fois physiologiquement sur sécréter ses hormones, construire ses nouveaux neurones, et puis on entend aussi une grande part de se sentir bien, incarner, j'ai envie de dire, son corps complètement. Et du coup, tu parlais de repérage dans l'espace, etc. Enfin, c'est aussi... j'ai l'impression que ça joue aussi beaucoup sur la confiance en soi. Je sais pas, peut-être. Oui, on a quelques études qui ont montré qu'effectivement, comment on se tient va impacter cette confiance. Donc, forcément, si on est tout comme ça, voilà. Déjà, on va renvoyer une image qu'on n'a pas confiance, mais notre corps va renvoyer aussi des informations au cerveau, tu n'as pas très confiance. Donc, c'est vrai que plus on va se tenir droit, bien bouger, plus on est maître de notre corps aussi, plus c'est aidant pour
pour avoir confiance. Oui, ça envoie le message au cerveau de tout va bien, tu peux te détendre, tu es en sécurité et pas besoin de te mettre en état de stress, c'est ça? C'est ça, oui. Et puis, quand le cerveau reçoit les informations en cas de danger, tu peux t'enfuir ou tu peux... les réponses du stress, c'est je me bats, je tape quelqu'un ou je m'enfuis. Pas, on ne dit pas qu'on va taper des gens, mais en tout cas, quand notre corps fonctionne suffisamment bien et que le cerveau se dit si je me fais attaquer, je peux foutre un coup de poing ou m'enfuir, et ben, ça aide aussi à tranquilliser. C'est-à-dire que si on est tout raide et que c'est même pas conscient, c'est pas du niveau de la conscience, mais notre cerveau se dit s'il y a un danger, s'il y a un lion qui débarque, j'y reste là. et ben ça aide pas pour la confiance. Ouais, super. Parce qu'il y a une espèce de danger permanent qui va être là. Ça renvoie aussi du coup à ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire les réflexes. Quand des étapes se sont pas faites, si j'ai bien compris, dans l'ordre, etc. Oui, on a un peu 2 niveaux, puisqu'on a les réflexes, t'en as plein, et t'en as différents niveaux à différents niveaux du corps, donc ils peuvent avoir des impacts à différents niveaux. Mais effectivement, on a quand même un lien avec les réactions de stress. On a des réflexes par rapport à quand on va être stressé, notre corps réagit en fait. Ouais. C'est quelque chose que je partage régulièrement. Les meilleures conditions pour apprendre, c'est déjà diminuer le stress. Et puis là, déjà, c'est... Ouais. On peut finir sur ça parce qu'on a quand même aussi un lien entre... En fait, le stress, c'est du cortisol. Et donc, le cortisol, finalement, plus on a une capacité à faire baisser notre taux de cortisol, moins on va être stressé. Et on sait que l'entraînement et le volume d'entraînement, c'est-à-dire la régularité quand on s'entraîne, va aider à faire baisser ce taux de cortisol. C'est-à-dire qu'on va produire du cortisol quand on fait du sport, il va chuter plus bas qu'avant. Okay. Donc ton taux de cortisol monte et il redescend plus bas qu'avant. Et plus tu t'entraînes, plus ton taux de cortisol va chuter. Donc tu peux facilement diminuer ton stress simplement en t'entraînant régulièrement. Et, bonus supplémentaire, plus tu es entraîné, plus quand tu vas subir un stress, tu vas arriver à quoi, ton corps va produire moins de cortisol la prochaine fois. Donc là, on est sur quelque chose de plus long, c'est-à-dire un entraînement régulier fait qu'on gère mieux son stress. Super. Il n'y a plus qu'à aller se mettre à courir, à aller marcher. Et puis, on se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo sur les réflexes archaïques. Merci beaucoup, Capucine. Merci.